Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On a tous besoin d'un logement, qu'on soit locataire ou propriétaire. On en parle avec le fondateur de Radio IMO, on parle logement, comme chaque samedi sur Sud Radio avec monsieur Sylvain Lévy-Valency. Comment ça va ? Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Bon, on est ravis de vous retrouver jusqu'à 10h, comme chaque samedi. On parle de quoi aujourd'hui ? Écoutez, comme chaque samedi, on parle vrai, on parle immobilier. On essaye de trouver d'ailleurs les solutions à vos problèmes et de vous renseigner dans le domaine de l'immobilier. Et cette semaine, Jean-Marie, je vous propose qu'on fasse un focus sur les primo-accédants. Ça tombe bien puisqu'on a un invité qui est spécialisé sur la question. Alors justement, comment accéder pour la première fois de sa vie à la propriété ? On y reviendra. On va répondre aussi aux questions que nous posent nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. Absolument, comme toutes les semaines, n'hésitez pas à nous appeler pour nous faire part de vos problèmes. Et cette semaine, on va parler d'un sujet très important, c'est la trêve hivernale, Jean-Marie. Et enfin, comme d'habitude, nous ferons le tour des bien coups de cœur de la rédaction. Nous irons à Toulon et on fera un petit peu le tour de l'arc atlantique. Exactement, sans parler du chantier du siècle, la rénovation énergétique. On parle de quoi précisément en termes de rénovation énergétique aujourd'hui ? Là, on va parler d'un sujet extrêmement important, notamment sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique. C'est un nom barbare, mais si vous regardez les annonces sur les agences immobilières, ce sont les lettres avec les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Ça vous dit si vous habitez ou vous achetez dans une passoire thermique ou pas. Comment faire en sorte que ça ne le reste pas ? C'est ce qu'on verra aussi. Allez, bienvenue sur Sud Radio. Tout de suite, on commence avec Grégoire Darico par les infos de la semaine à retenir. Bonjour Grégoire. Bonjour Jean-Marie. Vous allez bien Grégoire ? Oui, ça va super. On est ravis de vous retrouver comme chaque samedi Grégoire. Bonjour Grégoire et merci d'être avec nous. On va commencer par la mise en location sur Airbnb qui va commencer à devenir beaucoup plus compliqué. Bah oui mon cher Sylvain, parce que ça y est, la loi Airbnb, c'est-à-dire la loi visant à réguler les meublés touristiques, a été définitivement adoptée par le Parlement. Cette loi, elle a été portée par plusieurs députés comme Anaïg Lemer ou Iñaki Etxaniz, et c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de villes. Alors, cette loi, elle n'a pas pour objectif d'interdire, mais bien de réguler les meublés, une activité qui est importante dans certaines zones touristiques, mais qui est malheureusement devenue incontrôlable. Beaucoup trop de Français à la recherche d'un logement de longue durée étaient impactés et ne parvenaient plus à se loger dans certaines zones. C'est ce qu'a reconnu la ministre du Logement Valérie Létard lors des débats au Sénat. Ok, alors concrètement, comment ça va se passer ? Alors, pour contrôler ce phénomène, cette nouvelle loi, elle réforme le côté fiscalité du meublé touristique. Jusqu'à présent, celle-ci, la fiscalité, elle était plus favorable que celle appliquée au logement classique. Et dorénavant, pour les meublés touristiques qui n'ont pas sollicité de label, l'abattement fiscal passera de 50% à 30%. Il s'aligne ainsi sur celui de la location nue et le plafond sera de 15 000 € par an. Ce texte, il donne aussi aux maires une vraie boîte à outils pour réguler dans leur ville. Les élus peuvent ainsi plafonner à 90 jours par an la location d'une résidence principale sur une plateforme. Aujourd'hui, c'est de 120 jours. Les communes pourront aussi mettre en place des quotas de meublés de tourisme et celles situées en zone tendue ou comptant plus de 20% de résidences secondaires pourront désigner dans leur plan local d'urbanisme, le fameux PLU, des zones réservées à la construction de résidences principales. À Paris, par exemple, le prochain PLU voté mi-novembre devrait comprendre une interdiction de location dans des zones situées autour de la Tour Eiffel, à Montmartre ou dans le Marais. Côté rénovation énergétique, le texte soumet les meublés touristiques à un diagnostic de performance énergétique, le DPE dont vous parliez Jean-Marie, comme les locations classiques. Le but est d'éviter que des propriétaires bailleurs interdits de louer des passoires énergétiques ne se retournent vers la location courte durée. Bref, c'est une bonne nouvelle, et notamment pour le Pays Basque, région pour laquelle j'ai une pensée toute particulière. Oui, exactement, parce que la crise du logement y est très forte. Les jeunes Basques ont du mal à se loger, alors même qu'ils voient des appartements être réservés pour les touristes bordelais ou parisiens qui viennent passer leurs vacances à Biarritz, ce qui aggrave la situation. Vous avez absolument raison, mais c'est aussi les Basques qui ont vendu très très cher aussi leurs biens. Bien sûr, comme partout. Restons mesurés. C'est pas ceux qui n'arrivent pas à se loger. C'est un débat. On reste sur la rénovation énergétique, justement. Alors, c'est une bonne idée d'ailleurs d'aligner le DPE pour les locations de courte durée. Il y a une proposition qui va justement sur la réno, qui va faire beaucoup parler. Bah oui, mon cher Sylvain, parce que la question c'est, est-ce que l'on va bientôt devoir rembourser ma prime rénov en cas de revente de son bien ? L'Assemblée nationale, en tout cas, elle vient de voter un amendement au projet de loi de finances déposé par le député François Jolivet, qu'on connaît bien, afin d'imposer une contrainte à l'utilisation des aides à la rénovation énergétique. En fait, si un propriétaire fait appel aux aides de l'État pour la rénovation énergétique, il devra garder son logement au moins 10 ans. S'il vend son bien avant et s'il réalise une plus-value grâce aux travaux, il devra rembourser les aides perçues. Dans le détail, le remboursement, il est dégressif sur 10 ans. Si vous décidez de revendre au bout de 3 ans, par exemple, il vous faudra rembourser 70% des aides perçues.
L'élu espère, avec cet amendement, contrer ceux qui profitent des aides pour réévaluer la valeur de leurs biens et réaliser une plus-value. Alors attention quand même, parce que même si cet amendement il a été voté, rien n'est encore définitif puisque le texte du budget reste sous la menace d'un 49.3. Allez Grégoire, on va terminer comme d'habitude avec une nouvelle positive, si vous voulez, notamment acheter. Ça va changer. Oui, tout à fait. En fait, Sylvain, est-ce que vous avez un projet d'achat ? En fait, mon petit doigt me dit que c'est le bon moment pour le faire. Bon, alors vous avez un projet ou pas, Sylvain ? Oui, plusieurs. Oui, et c'est le bon moment pour le faire. Figurez-vous que le nombre de transactions cette année devrait atteindre le nombre de 700 000 dans l'Hexagone, un chiffre au plus bas depuis 2015. On est bien loin du 1,2 million atteint en 2021. Donc merci à Sylvain de remonter la moyenne. Sylvain. Merci. Et du coup, les prix baissent parallèlement, les taux de crédit baissent. Encore un peu pour un petit temps parce que ça pourrait remonter. Ils sont en moyenne de 3,20% sur 15 ans, 3,40% sur 20 ans et 3,60% sur 25 ans. Si vous négociez et plus votre rapport est conséquent, vous pouvez même négocier des taux à 3,1% sur 15 ans, 3,3% sur 25 ans. Tout ça pour vous dire que les demandes de crédit sont en hausse depuis septembre et les conditions favorables que je vous ai énoncées permettent de gagner 10,81 m² à Nantes par rapport à octobre 2023, 8,43 m² à Toulouse, 7 m² à Strasbourg et plus de 6 m² à Marseille, Montpellier ou Reims. Bref, foncez et surtout appelez un courtier pour mieux négocier. Vous savez combien de mètres carrés au Auxerre ou pas ? Non, je ne sais pas, Jean-Marie. C'est pas grave, on verra, on vous laisse le temps de le chercher en tout cas. Merci beaucoup Grégoire Darico, merci à vous Sylvain Lévy-Valency. Restez dans les parages parce que dans un instant, on va recevoir votre invité. On parle de l'accession à la propriété. Absolument, avec le grand spécialiste de l'accession à la propriété qui s'intéresse particulièrement aux primo-accédants, le président de la SOFIAP, directeur de la SOFIAP, une banque spécialisée dans le crédit immobilier subventionné. Vous voulez acheter pour la première fois de votre vie ? Écoutez bien Sud Radio parce que c'est pour vous. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Vous voulez acheter pour la première fois de votre vie sur Sud Radio, ça tombe très bien, on parle de votre logement. Et puis en plus, on va vous aider à acheter avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Absolument, merci. Bonjour Mickaël Lenezet. Bonjour Sylvain. Vous êtes le président du directoire de la SOFIAP, c'est une filiale de la Banque Postale, vous êtes une banque et de la SNCF. Et vous êtes spécialiste en France du crédit subventionné en entreprise. Et notamment un expert en matière de primo-accession. Merci d'être présent sur le plateau. Comment on peut, Mickaël Lenezet, définir ce qu'est le primo-accédant ? Le primo-accédant, c'est inscrit dans le nom, c'est la personne qui achète pour la première fois un bien immobilier. Aujourd'hui, les primo-accédants, c'est 50% du marché. C'était 50% du marché. C'est en moyenne, l'âge pivot, c'est 33 ans. C'est l'âge à laquelle on achète son premier bien. Donc voilà, c'est ça la définition de primo-accédant. Alors, on le voit, Mickaël Lenezet, les taux d'intérêt ont baissé. Est-ce que c'est un indicateur de reprise ? Est-ce que on assiste au retour des primo-accédants sur le marché qui a été sévèrement ébranlé ces dernières années ? Moi, je reprends les propos tout à l'heure de Grégoire. C'est de se dire, il y a quelques années, 1,2 million de transactions. On attend l'année à 700 000. Si on se dit qu'il y avait 50% de primo-accédants lorsqu'il y avait 1 million de transactions, ça veut dire qu'ils étaient 600 000. Aujourd'hui, ils sont entre 430 et 450 000. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Donc, en fait, les primo-accédants ont pas quitté le marché. Ils ne sont plus là. Pour une raison simple, c'est qu'ils subissent de plein fouet le pouvoir d'achat, la baisse relative des prix immobiliers, parce que même si on parle beaucoup de baisse, finalement, elle est très faible encore aujourd'hui. Donc, en fait, les primo-accédants, comme ils achètent là pour la première fois, ils n'ont pas la chance d'avoir encaissé une petite plus-value sur la vente du précédent bien. C'est ça le sujet, en fait. Et le sujet, c'est le pouvoir d'achat, l'apport nécessaire pour respecter des ratios de solvabilité. Puisque quand je dis ça, c'est pas les banques qui sont méchantes, c'est juste de dire aujourd'hui, nous sommes tenus de respecter des ratios de maximum 35% d'endettement. Et donc, quand vous avez des prix chers et que vous avez quelque part des taux qui baissent relativement peu, parce que finalement, c'est quand même une baisse qui est relative, vous avez un pouvoir d'achat qui s'est évaporé. Alors justement, en ce qui vous concerne, le pouvoir d'achat, vous l'avez chevillé au corps comme un combat que vous menez au quotidien. J'aimerais qu'on comprenne bien. Qu'est-ce que le crédit subventionné ? Je reprends ce que vous avez publié avec un sondage Ipsos en mai 2024. Vous avez interrogé sur un échantillon représentatif de la population, des collaborateurs d'entreprise, des salariés des entreprises. Ils sont 66% à demander finalement à l'entreprise de les aider à acheter. En fait, vous avez créé un mécanisme qui permet à l'entreprise finalement de redonner du pouvoir d'achat, mais il y a une double vertu. Ça rapproche aussi également les entreprises de l'emploi. Oui. Alors le mécanisme, évidemment, quand vous posez la question à un salarié de est-ce que vous voulez une aide supplémentaire pour vous loger, il ne va pas vous dire non, par définition, parce qu'il va toucher quelques argent. Donc le sujet, c'est plutôt de se dire à l'envers,
pourquoi ce mécanisme est intéressant? Pourquoi une entreprise va se préoccuper de prendre en charge une partie de l'intérêt du prêt immobilier de son salarié? Pour une raison simple, quand vous regardez les sondages de ces PME, quand vous avez quasiment 20% des dirigeants qui déclarent ne pas couvrir de poste faute de collaborateurs possibles dans leur emploi, quand vous avez une partie d'entre eux qui constatent quasiment à 50% que des emplois sont non couverts, ou en tout cas ne sont pas couverts parce qu'il n'y a pas de logement à proximité, c'est ça le sujet. Et donc le lien, c'est l'emploi et le logement. Le sujet, c'est de trouver un logement ou de pouvoir accéder au logement? Alors, pour l'instant, c'est d'accéder au logement, puisqu'en fait, c'est une notion de pouvoir d'achat. Donc, pour l'instant, c'est l'accès. Évidemment, dans un contexte, il ne faut pas l'oublier, et c'est là où toute la conjoncture se complexifie, c'est que vous avez quand même un nombre de livraisons de biens qui s'appauvrit. Donc, si je crois... Moins 50%. Exactement. Donc, en fait, dans un contexte, quand même, il ne faut jamais oublier le marché global, puisqu'il faut se lever un petit peu et regarder un petit peu plus loin, c'est les constats. De l'ancien, qui se vend, etc., sans problème. Du neuf qui s'est effondré de 50%. Dans un contexte où on vit une situation où les familles monoparentales représentent aujourd'hui 25% des foyers, et quand on dit monoparental, ça veut dire qu'il faut un foyer pour monsieur, un foyer pour madame pour récupérer les enfants, et un contexte de vieillissement de la population, qui veulent rester chez eux, puisque la courbe démographique française fait que demain, 30% de la population aura plus de 65 ans. Et donc tout ça, mis bout à bout, ça veut dire que sur le marché, si on était complètement libre, il faudrait, d'après les estimations, 500 000 logements par an. Minimum. On n'y est pas. Alors justement, vous avez j'aimerais pour ceux qui nous écoutent, on soit très concret. J'ai un taux d'intérêt sur un crédit immobilier qui est à 3,5%. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise pourrait prendre 1, 2, voire 3% du taux d'intérêt? Les entreprises qui sont déjà partenaires de la SOFIAP le font déjà. En fait, elles choisissent. En fait, aujourd'hui, quand on deal avec une entreprise, une convention pour financer ses salariés, l'entreprise choisit de prendre 1%, 2%, 3% du taux de crédit. Donc c'est déjà fait, en fait. Le sujet existe déjà. Et donc concrètement, ça veut dire que pour le salarié, c'est du pouvoir d'achat en plus, puisque 1% de prise en charge sur un prêt de 100 000 euros, c'est 10% de capacité d'emprunt supplémentaire. Ça change tout dans l'achat, bien sûr. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que selon une étude INSEE, finalement, on voit que les prix de l'immobilier ont progressé 10 fois plus vite que les revenus. Donc il y a une décorrélation finalement dans la capacité des Français, dans leur pouvoir d'achat, à accéder finalement de plus en plus tard à la propriété. J'ai envie de vous dire, pourquoi ne pas généraliser votre offre sur l'ensemble de l'accès Oui, mais c'est peut-être un combat intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que toutes les entreprises se saisissent du projet, pour pouvoir favoriser les collaborateurs dans leur premier achat notamment? Évidemment, le sujet, on voit bien, contexte de marché compliqué puisqu'il n'y a pas de logement, en tout cas peu de logements livrés, donc ça veut dire que les prix ne vont pas baisser comme on l'espérait, le sujet c'est ça, et donc les entreprises aujourd'hui c'est pragmatique, ce qu'elles attendent du truc c'est d'avoir une modalité pratique. L'avantage qu'on procure avec le prêt subventionné aujourd'hui, il est taxé à 55% à peu près en termes de cotisation sociale pour l'entreprise. Donc l'effort est conséquent pour une entreprise. Ça représente combien pour une entreprise si on devait faire une moyenne, Michael Lenezet? En fait, si vous prenez 1% sur une vingtaine d'années, c'est à peu près 15 000 euros de coût du crédit. Et vous rajoutez 55% de taxes. Ça veut dire que vous rajoutez quasiment 7 500 euros. Donc c'est beaucoup. Que paye l'entreprise. Que paye l'entreprise. Alors sur 20 ans, c'est pareil, il faut le diviser par 20. Ça veut dire, voilà. Bon, c'est à peine un mois de salaire par an en prime. Oui, mais en fait, les entreprises, elles sont prêtes à y aller si on baissait ce taux de cotisation. Parce qu'elles ont besoin pour leur développement. Et donc le sujet sur lequel d'ailleurs SOFIAP fait du lobbying en ce moment auprès des gouvernements et des parlementaires, c'est de se dire... Est-ce qu'on pourrait aligner le dispositif de prêt subventionné, en tout cas la taxation de cet avantage, sur l'épargne salariale, en disant demain aux entreprises, vous avez des choix, vous avez deux leviers pour travailler avec vos salariés et partager quelque part la richesse de votre entreprise. Le premier, c'est l'épargne salariale, qui concerne aujourd'hui un salarié sur 2 en France. Et qui est déjà d'ailleurs structuré. Qui est un salarié sur 2, et qui va s'étendre à partir de 2025, puisque ça devient une obligation. Donc le sujet, c'est ouvert complètement. Donc c'est un levier. Par contre, l'épargne salariale, il ne faut jamais l'oublier, a été conçue pour la retraite. Très juste. Voilà. Et deuxième levier qu'elle pourrait avoir demain, c'est aider les salariés à se loger à travers le prêt subventionné. Elles sont prêtes à y aller. Maintenant, il faut juste que, d'un point de vue social, État, parlementaire, amendement, ce dispositif... Est-ce que ça a un coût pour l'État ?
Ça n'a pas un coût puisqu'en fait, nous sommes les seuls à faire du prêt subventionné aujourd'hui. Donc, on est une toute petite entreprise, même si on est rattaché à un grand groupe qui s'appelle la Banque Postale, on est une toute petite entreprise. Et aujourd'hui, on distribue à peu près 4000 prêts. Le vrai sujet pour l'État, c'est de se dire, est-ce que les entreprises sont prêtes à y aller? Moi, j'ai envie de dire oui. Et si elles y vont, on élargit l'assiette du gâteau. C'est-à-dire qu'on élargit le gâteau et donc l'assiette de calcul des cotisations. C'est ça l'enjeu, en fait. Merci beaucoup, Michaël Lenezet. Je rappelle que vous êtes le président du directoire de la SOFIAP. On peut retrouver d'ailleurs la SOFIAP sur Internet. Il y a une forte demande des salariés, justement. Ils peuvent demander à leurs entreprises de se saisir du projet et d'entrer directement en contact avec vos équipes. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'est très concret. On a appris plein de choses et on espère surtout que beaucoup d'auditeurs de Sud Radio vont pouvoir se saisir de vos conseils. Merci à vous. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Allez, restez avec nous. Sylvain Lévy-Valency à suivre le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. On va parler de quoi? On va parler de la trêve hivernale. C'est un vrai sujet. Vous savez, la trêve hivernale, c'est on arrête finalement d'essayer de faire des expulsions pour non-paiement des loyers pendant la période d'hiver qui s'étale là, maintenant, jusqu'à mars prochain. Alors, quelles sont les limites de la trêve hivernale? Quels sont les droits des locataires ou des propriétaires? On en parle dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. 9h42 sur Sud Radio. Bon, c'est toujours l'heure de chercher un logement, pas vrai, Sylvain? Oui, c'est toujours l'heure de chercher un logement. Et vous... Lévy-Valency. Je rappelle quand même le nom. Quand vous dites mon nom et mon prénom. Bon, Sylvain Lévy-Valency. Je pourrais le dire comme Cécile de Minibus. Valence. Vous aviez des castagnettes cette semaine. On peut dire aussi du GMB avec Jean-Marie Bardel. Exactement. Voilà. Allez, on est ensemble. Prendre du GMB le matin, ça vous met en forme. C'est ça. On est ensemble jusqu'à 10h et on écoute tout de suite. Eh bien, on répond tout de suite aux questions que les auditeurs de Sud Radio nous ont posées sur le répondeur au 0826 300 300. Absolument. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Évidemment que ça vous concerne l'immobilier, pas vrai, Sylvain? Absolument, ça vous concerne. Et Dieu sait qu'à l'approche de l'hiver, on a un sujet qui s'appelle la trêve hivernale, qui est un vrai sujet dont il faudrait répondre. Et d'ailleurs, on a une question sur la trêve hivernale qui a été postée, Grégoire, sur le répondeur de Sud Radio. Oui, on a eu une question d'un auditeur sur la trêve hivernale. La trêve hivernale, elle vient de commencer. Et justement, pour faire le tour de cette question, j'ai demandé à un expert de venir nous donner un coup de main. Il s'agit de Henri Buzicazo, le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, l'IMSI. Bonjour Henri. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce qu'on peut déjà rappeler ce qu'est la trêve hivernale? Quand est-ce qu'elle a commencé et quand est-ce qu'elle se termine? Elle a commencé le 1er novembre, il y a quelques jours. Elle se terminera le 31 mars. C'est un très ancien dispositif. Il a été créé par une loi de décembre 1956 et il a été inspiré par l'appel de la Pierre qu'il avait lancé 2 ans avant parce qu'une femme expulsée de son logement était morte de froid dans la rue. Bien sûr, il y a eu une émotion collective, une loi et depuis cette période-là, on protège un locataire qui, même s'il est passible d'expulsion, parce qu'un jugement a été prononcé contre lui, doit être évidemment protégé contre le froid. Alors ça peut être contre d'autres circonstances, par exemple au moment du Covid, eh bien on a rallongé en période de Covid la trêve hivernale qui est devenue une trêve sanitaire. Mais voilà le dispositif, il est là pour protéger l'intégrité physique en fait des locataires expulsables. Un dispositif de protection. Alors qui est concerné et sur quel type de baux? Alors on parle des baux d'habitation et sont concernés les locataires qui pourraient être expulsés. Pourquoi? Essentiellement, c'est la cause la plus fréquente pour des questions de loyer impayé. Quand on ne paie pas son loyer, on est un occupant sans titre, on n'a plus le droit d'occuper son logement. Le contrat est clair. Mais il peut s'agir d'autres causes. Par exemple, un locataire qui ne produirait pas d'assurance pour son logement, elle est exigée chaque année, il serait passible d'expulsion. Il peut s'agir aussi d'un locataire... C'est fréquent ça, ces expulsions pour non-présentation d'assurance ou pas? Ce n'est pas fréquent parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable attention de la part des assureurs qui attirent l'attention des locataires. Ils disent vous devez produire votre attestation. Les professionnels de la location y insistent aussi. Mais ça peut arriver, il y a des locataires très, très négligents. Et puis il y a aussi des raisons non-respect des règles qui prévalent dans un immeuble, un règlement de copropriété, c'est-à-dire on fait du bruit, on est coupable de
de nuisance, et à ce moment-là, on peut être expulsé. Et les jugements sont prononcés chaque année, et certains, bien sûr, sont exécutés. Pas tous, mais en tout cas dans cette période, ça n'est pas possible. On ne peut pas être expulsé, sauf dans certains cas. C'était ma question suivante. Voilà. Est-ce qu'il y a des cas où l'expulsion est tout de même possible ? Oui, parce que on estime que des cas de grande gravité qui viennent porter préjudice aux propriétaires qui louent un logement ne doivent pas donner lieu à protection. Ce sont les squatteurs, ceux qui violent un domicile pour s'y établir. Désormais, d'ailleurs, la loi a été récemment élargie. Il peut s'agir non seulement d'un domicile, mais aussi d'un local de notre usage. Les auteurs de violences conjugales, on le comprendra bien, ne sont pas protégés. Elle est dehors. Voilà, dehors. Et puis tous ceux pour qui il a été trouvé une solution de relogement et qui, bien sûr, doivent la prendre, c'est-à-dire qu'ils sont expulsables et ils ont tout lieu de quitter le logement parce qu'un autre a été trouvé. Ceux-là, évidemment, on ne va pas les protéger puisqu'un autre logement les attend. Ils doivent le prendre. Et ça peut aussi concerner des étudiants qui occuperaient un logement étudiant, un Crous, par exemple, logement du Crous, logement public, alors qu'ils ne répondraient pas aux critères qui ne seraient plus étudiants ou alors qui seraient plus... Voilà. J'ai une question très précise. À partir de combien de mois de loyer impayé on est en théorie passible d'une expulsion ? Alors, stricto sensu, au premier mois impayé, on n'a plus de titre d'occupation. La loi est très claire. Simplement, il faut que le propriétaire bailleur, parce que ça va pas si vite que ça, le propriétaire, il va essayer de retrouver son loyer. Et puis parfois, il peut comprendre qu'il y a un retard aussi, parce que ça peut malheureusement arriver à tout le monde. Il y a de l'humanité dans la relation entre propriétaire et locataire. C'est quand vraiment... on va très loin et que le propriétaire se doit, après un commandement de payer, d'engager une procédure judiciaire. Ça signifie le plus souvent 2 mois, 3 mois, 4 mois, plusieurs mois d'impayés. Et là, bien sûr, le propriétaire fait valoir son droit, ce qui est normal. On peut le comprendre aussi. La plupart des propriétaires, vous savez, comptent sur leur loyer pour rembourser le crédit qui leur a permis de faire l'investissement. Et à ce propos, j'ai une autre question qui est importante pour les propriétaires. On parle de la trêve hivernale. Ça concerne l'application des expulsions lorsqu'elles ont été prononcées et ça prend du temps. Ce qui signifie que si aujourd'hui un propriétaire ne touche pas à son loyer depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois et qui se dit bon, là je demande la procédure d'expulsion, c'est pas parce qu'il y a la trêve hivernale qu'il peut pas la demander, parce que de toute façon ça va prendre tellement de temps que ce sera largement l'été, voire l'été de l'année d'après, que l'expulsion pourra intervenir. En moyenne, l'obtention d'un jugement d'expulsion prend 14 mois dans notre pays. Donc de toute façon, vous avez raison. Et il est important de rappeler que pendant la trêve hivernale, le recouvrement court. Les loyers sont dus, ceux qui étaient dus avant, ceux qui sont dus pendant les 5 mois de trêve hivernale. La relation entre propriétaire et le locataire ne s'interrompt pas et les droits du propriétaire sont sauvegardés pendant cette période. C'est juste une mesure d'humanité pour qu'un ménage ne soit pas sur le trottoir, que des enfants en bas âge en particulier Justement, j'aimerais qu'on termine là-dessus parce qu'on parle quand même d'humanité. Oui, c'est des loyers qui sont souvent impayés. Oui, il y a aussi des squatteurs. Oui, il y a des gens qui abusent. Et à côté de ça, il y a un phénomène social. Sylvain Lévy-Valency, vous avez un chiffre qui vous a marqué. Il faut le rappeler parce que ça explique aussi pourquoi elle existe cette trêve hivernale. Absolument, Jean-Marie. Bonjour Henri. Justement, vous l'avez vu récemment sur France 2, un documentaire, et aussi dans le passage du JT, 2000 enfants de moins de 5 ans dorment à la rue tous les jours parce qu'on est arrivé à un tel point paroxystique du mal logement. Non, à Paris notamment, mais dans le pays, les chiffres aujourd'hui sont difficilement mesurables, mais le phénomène est en train de se généraliser. C'est un drame absolu, Jean-Marie. Et c'est pour ça que ça existe. C'est un drame absolu, et donc effectivement, il est de bonne loi que la trêve hivernale puisse protéger aussi les plus faibles. Forcément, il y a toujours des mauvais payeurs qui rentrent en ligne de compte, mais c'est un vrai sujet, et Henri Buzicazo le sait très bien également. Merci à vous, Henri Buzicazo. Les chiffres qui viennent d'être donnés sont historiques, et il faut dire aussi que l'État
préfèrent payer des indemnités aux propriétaires pendant notamment cette trêve hivernale pour que les locataires les plus fragiles restent avec un toit sur la tête. Et voilà, l'humanité doit toujours prévaloir dans la relation locative. Et c'est important de le dire quand ça vient de l'État aussi, parce que souvent on n'en parle pas. Merci beaucoup Henri Buzicazo. Merci beaucoup Henri Buzicazo. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, l'IMSI. Merci beaucoup. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et vous tous, vous faites comme nos auditeurs. Vous laissez vos messages sur le répondeur au 0826 300 300. Une question concrète, on y répond chaque samedi sur Sud Radio. Tout de suite, le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec vous, Grégoire Darico. Oui, parce que c'est sans doute le chantier du siècle, vous l'avez dit. Nous sommes ravis de vous parler de rénovation énergétique. Chaque semaine, vos questions, nous vous y répondons. Et avec nous, Laurent Permas, vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Merci de nous accompagner. Alors Laurent, on en a souvent parlé. Au 1er janvier 2025, les logements étiquetés G après diagnostic de performance énergétique, le DPE, seront interdits à la location. Est-ce que cette interdiction va être assouplie ? Bonjour Grégoire, eh bien on va peut-être avant toute chose rappeler la règle en vigueur actuellement, notamment avec la loi climat et résilience qui vise notamment à lutter contre les passoires énergétiques et prévoit une interdiction progressive de mise en location des logements les plus énergivores. Et à force d'en parler, eh bien elle est là, l'interdiction de location des biens avec l'étiquette G au 1er janvier 2025. On pourrait d'ailleurs observer un retrait de plus de 750 000 logements du parc locatif, selon les sources du ministère du Logement. Et puis, passer sous les radars, les DPE qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, eh bien, ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. C'est-à-dire que le 1er janvier 2025, je n'ai plus de DPE. Il faut en refaire un. Et puis, le gel, notamment des étiquettes F ou G, le gel des loyers depuis le 1er janvier 2023, sans l'oublier. Alors, si on résume, dès le 1er janvier 2025, c'est-à-dire un peu moins de 2 mois, eh bien, on a les logements classés G qui ne pourront plus être remis en location et la fin de validité du DPE réalisé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021. Ça fait beaucoup de dates, mais c'est maintenant, c'est très concret. C'est un chiffre considérable, ce que vous avez dit. Ce serait quoi les conséquences ? Bien, il y a une crainte majeure en fait. C'est on pourrait observer là encore dès le 1er janvier prochain des actions massives de locataires qui vivent dans une passoire en fait thermique G, n'ayant pas fait l'objet d'une rénovation et qui pourraient exiger de leurs propriétaires qu'ils financent les travaux. Ouais. Alors, en cas de refus, qu'est-ce qui se passe ? Les locataires pourraient en fait s'adresser à un juge pour obtenir une baisse de loyer tant que les travaux de mise en conformité ne sont pas réalisés. C'est logique. Si les travaux ne sont pas faits et que la loi demande à ce qu'ils soient faits, il est logique quand même que le locataire le demande. Et puis alors, la ministre du Logement, d'ailleurs Valérie Létard, soutient une proposition de loi visant à prévenir les litiges relatifs aux obligations de décence énergétique. Alors, cette proposition de loi sera déposée en décembre par les députés Inaki et Chaniz et Bastien Marchive, le Pays Basque est à nouveau de retour. Alors, attention, pas de confusion, celle-ci concerne uniquement les travaux de rénovation de copropriété dans les parties communes. Et s'il n'y a pas d'exécution, eh bien, s'impose des minorations de loyer en faveur des locataires. Alors c'est 250 000 logements. Et précédemment, lorsqu'on parle des étiquettes G, F et E, c'est 13 millions de logements qui sont impactés. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'on en reparlera dans Parlons Immo avec vous tous. Merci beaucoup. Il est 9h54, le chantier du siècle. C'est tous les samedis sur Sud Radio. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Et cette petite note musicale pour terminer quand même sur un paysage de carte postale, direction l'une des plus belles rades de France. On est sur le littoral méditerranéen, à Toulon, Sylvain Lévy-Valency, pour les biens coups de cœur. Oui, un bien coup de cœur. On est à Toulon, Grégoire, avec les coups de cœur de la semaine. En fait, c'est une commande spéciale qui m'a été faite. Sylvain, notre ami Jean-Marie, m'a envoyé un message. Dis donc, Grégoire, tu voudrais pas nous présenter ce bien dans les biens coups de cœur de la semaine ? Et donc, j'ai décidé, Jean-Marie, de vous faire
faire plaisir, on part à Toulon, à côté du stade Mayol. Un appartement qui possède une chambre et une pièce à vivre ouverte sur la cuisine. Et un appartement surtout qui a du mal à trouver preneur car il donne directement sur le stade. C'est pas un appartement, c'est une loge. Vous allez sur la terrasse, mais c'est incroyable. Vous allez sur la terrasse et en fait vous avez vue plongeante sur le terrain. Bon, le problème c'est qu'il est effectivement un peu bruyant cet appartement. Et l'agent immobilier nous disait qu'il fallait être soit fada du RCT, soit être une personne âgée qui n'entendait plus trop. Je cite. Donc il y a aussi quelques travaux à réaliser, ce qui pourrait gêner de potentiels acheteurs. Mais bon, sachez que la copropriété accepte que l'appartement soit transformé en bureau ou en espace de travail pour profession libérale. Initialement, il était vendu au prix de 198 000 €, mais aujourd'hui, il est affiché à 175 000 €. J'ai dit allez l'OM. Merci beaucoup. Alors oui, dites pas ça à des Toulonnais malheureux. Les Toulonnais sont pas pour l'OM en général. Mais on pouvait pas ne pas vous parler de cet appartement incroyable sur Sud Radio, la radio du rugby. Merci Grégoire Darico. Merci à vous également Sylvain Lévy-Valency. Émission rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Imo et puis en rediffusion sur la chaîne YouTube de Sud Radio, en podcast sur sudradio.fr. Merci à tous et à samedi prochain. Merci. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.